Ça marche là? Bonsoir, donc mon nom est Véronique Lebrisme, je suis journaliste, j'ai un site qui s'appelle Ciné-Woman et je suis spécialisée sur les femmes et le cinéma. Donc voilà, j'ai déjà vu ce film, j'ai interviewé la réalisatrice, donc je peux vous en parler évidemment comme ça, mais ce serait plus intéressant évidemment si vous vouliez poser des questions. Juste pour commencer, je tiens juste à vous préciser que ce qui est assez remarquable dans ce film, c'est qu'il a Simon Chin, il fait référence à lui, en fait, le producteur de Lightbox, a décidé en fait de faire un film dès que l'affaire Weinstein a éclaté, c'est-à-dire en octobre 2017, et que la réalisatrice, donc Ursula Macfarlane, a commencé à travailler directement sur le sujet en novembre 2017, c'est-à-dire juste un mois après. Donc, et qu'ils ont décidé de ne traiter que des informations, évidemment, qui avaient eu lieu avant qu'ils prennent la décision, avant que l'affaire éclate, c'est-à-dire avant 2017, et en remontant le plus loin possible, donc en 1978, comme vous avez pu le voir à Buffalo, comme l'explique la fameuse, enfin la jeune femme qui s'appelait, qui a un nom incroyable d'ailleurs, qui s'appelle Hope d'Amour, c'est ça. Voilà. Donc si vous avez des questions sur le déroulé, sur ce qui va se passer ensuite aussi, puisque j'en ai parlé avec elle, donc... ben voilà, moi j'ai suivi aussi bien sûr ce sujet-là. S'il y a des questions. Non. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En fait, vous avez sans doute reconnu Ronan Farrow, qui a donc été un des premiers à faire les articles sur qui est donc le fils de Mia Farrow et qui avait été un des premiers donc, à publier, même si ce n'est pas dans le journal dans lequel il avait l'habitude de travailler, donc au New Yorker. Comme vous avez pu voir, en fait, c'était tout un système qui avait été mis en place au fil des ans, et assez tôt, hein, puisque la jeune femme de 1978 là, parle déjà du fait qu'elle ne pouvait pas se plaindre, puisque la police avait l'habitude de travailler dans les concerts, en fait, en extra, et donc elle pensait que ce n'était pas la peine qu'elle se plaigne, puisque de toute façon sa plainte n'aurait pas été recevable, enfin, aurait été recevable mais pas reçue, disons. Et donc il y a tout un système qui s'est mis en place comme ça pendant une trentaine d'années à peu près, pour voilà, bloquer les dénonciations, la parole, évidemment, toute la suite. Allez-y. Juste une question, il me semblait avoir entendu dire qu'il rebondissait dernièrement, Weinstein, en reprenant quelque part la parole, et en général, ça veut dire qu'il va gagner, dans le sens où... Au procès, vous voulez dire? Oui, j'ai pas suivi trop, mais il me semblait qu'il reprenait la parole, il disait oui, en fait c'était consensuel, patati, et en général, justement dans les médias, quand c'est comme ça, au bout d'un moment ça va se tasser. On a l'affaire Strauss-Kahn, même si ça se tasse, ça finit par se tasser, on finit même par l'oublier. Vous pensez que ça peut arriver pour Weinstein? Alors, je vais plus vous donner en fait l'avis de la réalisatrice que le mien. Donc, je lui ai demandé effectivement d'abord si elle avait eu des problèmes en fait pour faire son enquête alors qu'un procès était en cours, enfin une enquête judiciaire était en cours. Elle m'a dit que pas du tout. Et que, alors ça c'est merveilleux dans le monde anglo-saxon, parce que je ne pense pas que ce soit la même chose en France, mais en fait à partir du moment où elle est anglaise, et que la société de production est anglaise, en fait ça n'avait pas l'air de poser de problème vis-à-vis du procès. Et donc les gens ont été habilités à parler, même s'ils peuvent être cités comme témoins en fait, au procès. Bon, ça c'est... Enfin, je ne pense pas que cette procédure soit possible ici, mais enfin, les gens seraient beaucoup réfugiés derrière le silence. Bon, ils ont quand même... juste pour... je reviendrai à ça. Ils ont répertorié en fait plus de 600 personnes qui pouvaient intervenir pour ce film. Ils en ont contacté, je crois, à peu près... après, ils en ont retenu 400. Ils en ont contacté plus de 100. Et ils en ont interviewé une trentaine à peu près. Bon, il n'y a pas 30 personnes dans le film. Et c'est donc... bon, d'abord, le phénomène est quand même excessivement massif. Et peut-être que même si Weinstein a bien contrôlé tout, parmi 600 personnes, il y a quand même des gens en fait, qui pourraient parler, je pense. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, c'est absolument pas sûr, parce que c'est difficile d'avoir des preuves, même si là... En fait, c'est un peu comme dans l'affaire Bill Cosby, là, ce qu'elle me disait, c'est que le fait qu'il y ait quand même de nombreux témoignages, donc là, il y a 80 plaintes en fait, qui ont été déposées, et beaucoup de témoignages qui vont exactement dans le même sens, avec un motus operandi qui est complètement décrit et qui est le même, hein, le système des massages, le fait qu'il se balade son pantalon, etc. Bon, elles sont quand même plusieurs à le dire, et il y a un montage cut à un moment là, qui explique ça, donc ça risque quand même d'être entendu par les juges. Bon. Voilà, après, c'est la justice. Hein.
l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que le certain Braffman, là, qui avait été justement l'avocat de DSK, alors DSK, je pense que les charges ont été abandonnées parce qu'il y a eu un accord financier en fait. Donc alors, je ne sais pas s'il va pouvoir faire un accord financier si Weinstein est suffisamment puissant maintenant, aujourd'hui est suffisamment riche pour faire des accords financiers vis-à-vis de toutes les plaignantes. En tous les cas, le fameux Braffman a abandonné le procès, c'est plus lui qui va défendre Weinstein. Donc, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas trop. En tous les cas, bon, c'est sûr qu'il plaidait non coupable. Je ne suis pas sûre que le procès soit tellement favorable aux plaignantes, mais peut-être quand même qu'il risque d'être un peu condamné. Voilà, c'est une réponse de Normand, enfin de Normande que je ne suis pas du tout d'ailleurs, mais a priori, ouais, c'est vrai que ça va être difficile. Elle disait, Ursula, que ce serait la pire chose qui puisse arriver au mouvement MeToo, à partir du moment où, si lui n'est vraiment pas condamné, ça va vraiment être désespérant pour toutes celles qu'on libéré, qu'on parlait, en fait, et pour toutes celles qui ont été concernées. Et là, c'est vraiment massif. Donc, c'est un espoir mitigé, on va dire. Est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question? Est-ce que vous y croyez, vous, justement? Moi, je me demandais, dans le film, plusieurs fois, du coup, justement, les femmes parlent d'accords de confidentialité. Et justement, du coup, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui fait que maintenant elles peuvent prendre la parole? Est-ce que c'est parce que d'autres ont parlé avant? Ou, par exemple, son assistante, la Zelda, qui disait que jusque-là, elle avait très peur, elle était persuadée qu'elle allait finir en prison. Et du coup, qu'est-ce qui fait que maintenant, elles peuvent prendre? Est-ce que c'est parce qu'ils savaient que ces accords n'étaient pas forcément légaux? Ou je sais pas. En tous les cas, alors ça je ne sais pas en fait, et c'est une question que je n'ai pas réussi à élucider. La seule chose que je sais, c'est que toutes les personnes qui parlent dans le film, à part Rosanna Arquette je crois, et puis les journalistes en fait, n'avaient jamais parlé à quiconque, et qu'il y a quand même en fait cette jeune femme rousse qu'on voit à la fin et qui est un peu tremblante, là, celle qui a écrit le mémo, en fait tout le monde se souvient de ça. Et le mémo a été déposé en fait à la DRH de la Weinstein Company, puisque c'était là qu'elle travaillait, et quelqu'un en fait a fuité, a pris ce mémo, et au lieu de le mettre à la poubelle comme d'habitude, j'imagine, en fait ils l'ont envoyé au New York Times, et c'est ça qui a provoqué en fait la révélation de l'affaire en fait. Donc a priori, là déjà il y a connaissance du fait, et puis il y a aussi ce type là qui parle des cerveaux qui est caché en fait, qui raconte bien qu'en fait ils ont une conscience comme qu'il y avait un système, et puis les langues se délient manifestement, puisque la fameuse Zelda là, elle prend quand même la parole alors qu'elle n'avait même pas le droit d'en parler à un thérapeute en fait, donc j'imagine que si elles ont pris la liberté d'en parler là, a priori ça devrait pouvoir avoir un peu de poids dans leur, au moins dans le procès si elles sont citées comme témoins en fait. Alors, est-ce que ça aura plus de puissance que ça? C'est difficile à dire, ça dépend aussi de la façon dont il va se défendre. Et autrement, ce que je voulais vous dire autre chose là-dessus, ça va me revenir. C'est compliqué, en fait, c'est vraiment pas si simple, mais manifestement, il y a quand même des allégations. Là, il y a quand même Paz de la Huerta qui dit qu'elle a été violée très clairement, alors qu'elle n'avait pas déposé Elle n'a pas déposé de dossier en fait en particulier, elle n'a pas porté plainte non plus. Et ah oui, alors ce que disait Ursula Macfarlane, c'est quand même qu'une fois que le film a été terminé, comme il y a quand même plusieurs déclarations, enfin disons plaintes, enfin c'est pas des plaintes qui sont déposées, mais il y a plusieurs femmes qui disent avoir été violées par lui. Ils ont envoyé leur film aussi en fait aux avocats de Weinstein, et elle dit qu'elle n'a jamais reçu de réponse en fait. Elle a aussi, alors ça c'est assez amusant parce qu'elle a essayé de contacter Harvey Weinstein pour l'interviewer, en se disant qu'il parlerait sûrement pas, mais bon, il ne lui a pas répondu. Alors Braffman ne lui a pas répondu non plus. En revanche, elle a interviewé son frère, Bob, mais finalement il s'est rétracté pour apparaître dans le film, mais elle a quand même eu le temps d'interviewer avant. Et lui, alors il est fâché avec son frère depuis assez longtemps, mais depuis avant 2017, donc avant que ça n'explose. Et donc, bon, ils sont très très fâchés. En même temps, il ne porte pas plainte contre son frère non plus, donc il doit savoir aussi. S'il y a d'autres... je ne vois pas très bien, mais c'est pas grave. Des réactions même? Oui, allez-y. Est-ce qu'on sait exactement, à peu près le nombre de femmes qui ont été agressées?
et il doit y avoir des grandes célébrités. Est-ce qu'elles parlent, elles aussi? On voit Rosanna Arquette, mais... Il y avait Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, enfin il y en avait plusieurs qui avaient dit qu'elles avaient été agressées. Là, le problème, c'est que, en fait, enfin, même si c'est une chance d'avoir un film sur un sujet comme ça avant qu'il y ait un procès, parce que ça donne quand même pas mal de clés, il y a sûrement d'autres choses qui vont se dévoiler au moment du procès. J'imagine que les enquêteurs vont aller chercher d'autres personnes aussi que la réalisatrice et la BBC n'ont pas pu contacter ou ont eu une fin de non-recevoir. Donc sans doute que les langues vont continuer à se délier à un moment ou à un autre, mais c'est compliqué. Des célébrités, il y avait eu, enfin, elle, c'est pas une grande célébrité non plus, mais Miras Sorvino aussi qui avait parlé. Enfin, elles sont plusieurs actrices quand même assez connues. Et il y avait Uma Thurman, enfin quand même quelques-unes, et aussi, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait par exemple Quentin Tarantino qui était à l'époque avec Uma Thurman, avait dit qu'effectivement il s'en doutait, elle lui avait dit, mais il n'avait pas su la protéger non plus. C'est-à-dire que tout le monde avait comme intérêt d'être ami avec Weinstein, tellement il était puissant, et si vous vouliez faire carrière dans le cinéma, c'était lui qui gérait tout, malgré tout. Hein. Notamment si vous vouliez avoir des Oscars, si vous vouliez changer de vie, passer d'un petit succès local à quelque chose de puissant, vous étiez obligé de passer par lui, en fait. Il s'était rendu complètement indispensable. Donc, il y a quelqu'un qui te dit au début, est-ce que tu vas gâcher ta vie pour 5 minutes où tu fermes les yeux, grosso modo, voilà. Il y en a beaucoup qui ont fait d'autres choix. En fait, d'après la réalisatrice, les seuls qui ont accepté de parler au début, c'est ceux qui finalement n'étaient pas complètement passionnés, enfin n'avaient pas envie de faire carrière dans le cinéma, qui s'étaient retrouvés là un peu par hasard. Par exemple, l'assistante de Bob Weinstein, là, celle qui parle de façon assez libre et qui a démissionné en fait assez tôt, elle, ce qui l'intéressait, c'était plutôt la musique. Et comme ils ont arrêté en fait les concerts, bon, voilà, elle était restée là parce qu'elle les connaissait. En plus, elle était avec Bob, et puis en fait, elle était l'assistante de Bob. Et du coup, quand elle a senti le vent tourner, elle le dit d'ailleurs, elle est partie, et puis basta, quoi. Donc, mais c'était pas, elle voulait pas faire carrière à Hollywood. Le problème, c'est ça, en fait, c'est que toutes ces jeunes femmes, tous ces hommes aussi, en fait, ont tous bénéficié enfin, tous, plus ou moins bénéficié en tous les cas de l'appel que ça a été. Et la réalisatrice dit que les personnes les plus difficiles à convaincre de parler, c'est celles qui travaillaient chez Miramax et chez Weinstein Company, et qui maintenant sont devenues, enfin qui se sont servies de cette expérience comme d'un puissant, disons, marchepied pour leur carrière. Et du coup, maintenant, ils sont très installés dans d'autres carrières à Hollywood, et ils ont l'impression que ça va ça va détruire en fait, parce qu'ils ont réussi à atteindre leur but en fait, et que ça risque de porter un peu ombrage, donc ils ne veulent pas parler. Encore une question. Allez-y. Ce qui est bien dans le documentaire, c'est que ça touche enfin c'est par petites touches qu'on voit Weinstein. Mais psychologiquement, est-ce que la réalisatrice, elle a réussi à brosser un portrait, même si elle ne parle pas de son propre ressenti? Est-ce que vous-même, est-ce qu'on peut savoir qui est ce monstre? Est-ce que c'est a priori pas ce qu'on appelle un manipulateur narcissique ou je sais pas quoi, parce que ça se voit trop, c'est un salaud, je puis dire. Et est-ce que vous qui avez parlé avec la réalisatrice, est-ce que vous avez des pistes là-dessus? Est-ce que c'est... Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Alors, oui, bien sûr. Elle ne parle pas de pervers narcissique du tout. Elle parle de prédateurs. Et de prédateurs qui, comme tous les prédateurs, seraient capables de repérer assez facilement ses proies, parce que toutes les femmes de son entourage n'ont pas été harcelées. Hein. Il y en a eu beaucoup, mais pas toutes. Par exemple, la fameuse Zelda, là, quand elle réagit, en fait, elle est relativement épargnée. Donc elle parle de prédateurs, et ce qu'elle voulait faire, en fait, plus que sur le cas de Weinstein, même s'il est emblématique, c'était de faire un film sur les abus de pouvoir, sur l'abus de pouvoir, montrer comment un homme profite, parce que bon, c'est malheureusement souvent masculin, mais un homme profite de sa situation d'un rapport de force qui lui est favorable pour imposer, en fait, c'est le cas classique du harcèlement.
alors qu'il peut être manifestement, il y avait aussi, enfin quand on entend les hommes, il y avait aussi du harcèlement qui n'était pas sexuel vis-à-vis des hommes. En fait, ils avaient l'air d'être un peu violentés, hein, puisqu'il y en a un qui dit qu'il évite un cendrier de 3 kilos et qui lui était lancé. Bon, manifestement, c'était quand même compliqué de travailler avec lui. Enfin, il y avait des phases difficiles, mais il y a aussi, c'est ça, c'est le fait qu'en tant que... Il se sentait omnipotent, en fait, et tout lui était permis. Là, moi, je trouve qu'il y a une des scènes les plus intéressantes, je termine juste, c'est la scène du fameux journaliste qui se fait molester, où il y a tous les photographes autour qui sont invités évidemment à la soirée, donc tous ces gens qui photographient Weinstein tout le temps. Et il n'y a aucune photo qui reste de ça. Alors, toujours pas maintenant, c'est ça. Non, alors il paraît que Weinstein, enfin là, Miramax, je crois que c'était à l'époque de Miramax, aurait acheté toutes les photos, les aurait mises dans un coffre-fort et les aurait toutes détruites. Ouais, c'est difficile à croire parce qu'elle dit qu'il y avait des centaines de photos. Il y a sûrement quelqu'un qui, au fond d'un tiroir, en a une, mais il n'y avait pas de portable à l'époque. Donc ce serait peut-être plus difficile aujourd'hui. Pardon ? Oui, c'était par rapport aux hommes. C'est vrai qu'il y a des témoignages d'hommes qui ne sont pas directement concernés, qui n'ont pas toujours vu ou su, même après, jusqu'à ce que ce soit révélé. Est-ce que c'était volontaire de la part de la réalisatrice ça me fait penser au mouvement He for She, où les hommes prennent la parole et sont solidaires aussi à soutenir tout. Est-ce que c'était volontaire de la part de la réalisatrice d'avoir des témoignages d'hommes? Est-ce qu'elle a essayé d'en avoir plus? Oui, alors c'est ce que je vous disais en fait. Elle a essayé d'avoir beaucoup de témoignages de gens qui travaillaient avec lui. Enfin, elle est remontée loin, puisqu'il y a un petit garçon qui est à l'école avec lui, et puis il y a quelqu'un qui le montre sur les photos. Mais elle a essayé en fait surtout d'avoir des gens qui étaient témoins de